Cool. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter David Roussin, qui a eu le plaisir de venir sur ce live pour nous transmettre son savoir. Oula. David, je te laisse du coup te présenter, toi, ton association, ton job, etc., etc. D'accord. Bon, ben, bonjour à tous. Donc, je m'appelle David Roussin et j'ai 51 ans. Et il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de quitter mon premier métier qui était l'armée. Pendant 23 ans, j'ai été militaire et je me suis lancé à un petit défi, c'est créer les premiers secours canin et félin en partant du principe que je connaissais rien. Donc, j'ai fait beaucoup de formations, que ce soit en éthologie, que ce soit, je dirais, en anat, en physio. J'ai beaucoup bossé avec des vétérinaires. J'ai fait le tour d'un peu de tous les métiers animaliers parce que je voulais pas suivre un fil guide que tout le monde fixe parce qu'il faut être rouge, bleu, vert, il faut aimer machin, pas bidule. Donc j'ai fait pas mal de petites rencontres et puis j'ai décidé de me faire mes propres avis et du coup j'ai créé les premiers secours canins et félins en me disant la personne possède un chien ou un chat, elle a sa culture, elle va avoir un animal. Très souvent en fait on se rend pas compte mais on connaît pas nos animaux. On sait juste qu'on les aime, ça c'est très bien, mais parler de leur physio, de leur anat, de leurs besoins, c'est quelque chose qui était un peu particulier. Donc, on a beaucoup bossé sur le contenu. Et après, j'ai travaillé avec des vétérinaires. On a mis les vétérinaires dans le coup sur un comité un peu scientifique. Et on a créé une formation de premier secours canin et félin qui dure aujourd'hui 14 heures, avec la particularité, vous venez en formation avec vos animaux, chien ou chat. Les interfaces sont pas les mêmes parce qu'on mélange pas les chiens et les chats dans la même salle. Puis c'est pas du tout la même psychologie. Et en fait, on travaille en non-saturation, en soins coopératifs, en total respect de leur communication. Et en fait, de travailler avec les animaux en formation, ça permet à tout à chacun déjà, de travailler avec, de partager avec son copain poilu les 2 jours, de voir s'il peut mettre en place une technique, d'accepter de ne pas être capable de le faire. Voilà, c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait des animaux, parce que on se rend compte que l'humain veut toujours aller trop loin, mais ne prend pas le temps d'apprendre à ces animaux à accepter les choses. Et moi, je suis un fervent partisan du principe de coopération. C'est-à-dire que plus on va s'entraîner avec ces animaux, alors qu'ils n'ont pas de problème, hein, tout simplement, plus on aura peur de leur faire du mal, on va se rendre compte que ça bouge, on va se rendre compte que c'est lourd, on va se rendre compte de ses limites. Et on va se rendre compte qu'il faut absolument faire un maximum de manipulation coopérative canine ou féline de façon à nous être plus à l'aise et moins dans le stress, parce que l'accident, quand il arrive, on s'y attend pas. Et que l'animal ait, lui, moins peur parce qu'on l'a désensibilisé, tout simplement. Donc, on a créé ces formations, elles font 2 jours et c'est du gros kiff. On fait ça depuis 2014, 2015, 2014. Et depuis le mois de mars, j'ai décidé de créer un collectif. En fait, on est 10 dans le collectif, dont Elodie, qui est maintenant aussi ma compagne, qui est aussi une de mes formatrices, dont Greg, qui est aussi un peu éduque. Enfin, il y a plein de gens de plein d'horizons différents. Camille, qui a une ferme pédagogique. Enfin, on a tous nos petites compétences et on parle tous la même éthique. C'est ce que je dis, je le fais. Et si je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Voilà. Ok, Et à mais côté de ça, du coup, c'est pendant aussi. ces 2 jours, donc il y a une partie très concrète sur les soins d'urgence, comment tu appelles ça, et une partie avec des apprentissages de soins coopératifs, c'est ça? Ou ça met plutôt en relief les apprentissages à mettre en place, en fait? En fait, sur la partie premier secours, en fait, moi, ce que je dis, on fait de la partie surtout prévention et premier secours. Je pars du principe que si on fait du premier secours, si on a été très souvent en échec de prévention, on va parler tout à l'heure du coup de chaleur, on va se rendre compte que dans beaucoup de cas de figure, on peut éviter le coup de chaleur, tout comme on peut éviter les étouffements et plein d'autres petites, accidents de la vie. Donc, l'accident qui doit nous tomber dessus, nous tombe dessus, ça, c'est pas, malheureusement pas gérable. Mais il y a beaucoup de choses, si on connaissait un peu mieux nos animaux, si on connaissait un peu mieux leurs besoins, le milieu de vie qu'on leur offre ou qu'on leur fait subir, on enlèverait énormément de problématiques. Donc en fait, la formation, en fait, on va travailler avec nos animaux, pour apprendre l'environnement de l'animal stressé ou blessé. Donc là, je me sers pas mal de Kendall Shepard, qui est une vétérinaire anglaise comportementaliste, qui a étudié pas mal la réaction du chien au stress, à la menace et à la douleur. On va se servir aussi de tout ce qui va être le codage du chien, enfin la lecture de ce qu'on appelle du non-verbal. Donc, Oui. comment communique notre animal quand il a mal, quand il est stressé, en prenant en compte sur les formations que nous-mêmes, on est stressé. Je viens pas là, moi je forme autant du professionnel, je suis aussi, on a créé les premiers secours canins militaires, donc je bosse aussi avec des maîtres chiens militaires, je bosse aussi avec pourquoi pas des SDF, je bosse avec tout public, il n'y a pas de limite dans le public, et on se rend compte que parce que c'est tous les week-ends qu'on forme, notre lien à nos animaux, à nos amours à quatre pattes, est des fois trop grand. Alors quand je dis trop grand, c'est pas péjoratif, c'est qu'à partir du moment où on a trop de liens avec nos animaux, on a peur qu'il arrive quelque chose. Et déjà, alors qu'il n'y a pas de problème, on vit déjà dans le risque.
Et si réellement il y a un problème, bah, il va falloir être capable de reprendre la main sur son propre cerveau, son propre niveau réactionnel et surtout relationnel, de façon à être capable de réfléchir pour faire le bon geste au bon moment. C'est pour ça que venir avec ces animaux en formation, on apprend les bases, les protocoles, les process et les gestes. Et après, on travaille dessus, on travaille, on travaille, on travaille. Bah, l'idée étant, quand les gens retournent à la maison, bah, de pouvoir justement, par le soin coopératif, par la manipulation coopérative canine, qui va être tout simplement les règles de l'apprentissage. Hein. On va jouer l'apprentissage avec la récompense, et puis après, on va jouer sur les 3D. Euh, et puis, en fait, ça ira mieux en mieux, parce qu'on aura moins peur, et l'animal, lui, sera un peu habitué au gestuel. Par contre, qu'on soit clair, hein, personne au monde ne peut, c'est un dressage, hein, c'est pas une éducation, c'est un dressage, dresser un animal à accepter des gestes dans la douleur ou le stress. Ça, c'est une grande fumisterie, c'est pas possible. Mais nous, on sera plus à l'aise. Voilà. Et surtout, pour l'information, on accepte de ne pas être capable de Oui, faire. après, Et c'est le plus dur, je pense. je pense que je me rappelle avoir vu dans un zoo une hyène en train de se faire prendre une prise de sang. Donc, je pense que tu vois, ça ne devait pas être Oui, un soin quand même très agréable. Mais du coup, dans la répétition et dans la mise en place des soins coopératifs, il y a un degré de tolérance qui va s'agrandir ah, tout à et qui fait. va faire que déjà, l'animal, il sait ce qui va se passer. Il a déjà vu ce type de geste, ce Mais il a type d'outil, l'habitude. etc. Il Donc, prend l'habitude. Un peu comme nous, si on a l'habitude d'aller faire un soin, je prends l'exemple de personnes qui vont aller à l'hôpital tous les X semaines, X mois, pourquoi pas ouais. X jours pour une dialyse, par exemple, ça devient habituel. L'animal, je prenais un chien, on prenait un pauvre, non, un chien dit de catégorie à qui on va imposer une muselière parce que la loi de 99 lui impose. Ben, au départ, pour lui, ben, c'est comme tout le monde, comme porter des chaussures, c'est chiant. Et puis à un moment donné, sa muselière devient son rituel. Euh, L'apprentissage, on a notre gros problème qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis pas du monde du chien. Il y a 10 ans, j'y connaissais absolument rien en animal. Moi, aujourd'hui, j'ai appris le chien en observant le chien, en observant notre relation à lui. On se rend compte que nos relations sociales ne sont plus du tout l'éthologie, enfin, pas de l'éthologie au sens sauvage du terme, c'est que l'animal s'est adapté à notre environnement de vie sociale. Nous, notre société, c'est déjà une souffrance pour l'être humain, elle est aussi quelque part pour l'animal. Donc, à partir du moment où on va devoir travailler avec lui, on a un problème, c'est qu'on est arrivé à un niveau aujourd'hui où quasiment le simple fait de se dire je vais faire quelque chose à mon chien qui n'a pas l'habitude, c'est déjà se mettre en limite de liberté. Je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi, un peu comme avec un enfant, hein, il faut apprendre aussi des règles qui peuvent de temps en temps être un peu plus que ce que demande l'animal en termes de liberté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si on doit faire du soin coopératif ou de la manipulation ou faire un bandage, oui, l'animal, c'est pas forcément agréable au départ. Mais à nous de trouver des solutions pour que ça reste quelque chose qui, pour lui, est apparenté à un jeu. Parce que j'entends souvent dire faire du soin avec des animaux vivants en formation, il n'a pas de problème, il n'a pas de douleur, ça sert à rien. Oui, il n'a pas de douleur, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on va apprendre à l'animal que s'il collabore à un soin du quotidien, je prends l'exemple, une vérification d'espace bucco-dentaire ou je sais pas, où on lui fait propre un brossage de dents ou une vérification des pattes, s'il est sensible, toutes ces désensibilisations vont nous aider au quotidien, surtout quand il va vieillir. Et en Ah oui, fait, oui, oui, moi, je c'est suis quelque chose tout à qu'on fait va lui d'accord avec imposer au ça. départ. On va lui imposer, mais on va lui imposer comme c'est comme si on n'imposait jamais rien à personne ou jamais rien à un animal. Le jour où on aura besoin de faire quelque chose, ça va être un gouffre. Donc c'est pour ça que pour nous, le soin coopératif est intimement lié au premier secours. C'est pour ça que d'ailleurs, on développe des formations d'une journée de soins coopératifs et que les formateurs que je forme sur les stages de 3 semaines ont une semaine totalement dédiée aux chiens et aux manipulations coopératives canines. On va travailler en buckets game et en posture cible, par exemple. D'accord, OK. Bah, tu vois, moi, je crois que j'ai fait ma première formation, je crois qu'elle était avec toi. J'ai pas retrouvé le papier parce que ça remonte quand même à pas mal d'années et à l'époque, c'était, quelque chose dont on parlait pas trop, hein, les soins coopératifs, avec les chiens. En fait, d'ailleurs, les formations, de secours canin, c'était sans chien, hein, où tu avais un faux chien en plastique là, où tu apprenais à faire la réanimation et cetera, mais il y avait pas de vrai chien ou les chiens en peluche, mais tu avais pas de vrai chien pour essayer de faire tes bandages, quoi. Même C'était, le chien de réanimation est resté, hein, il est hors de question. C'est comme en secourisme ah humain. bah, oui, oui, tu Hein. vas pas faire une Il est hors de réanimation à chien question vivant, pour hein, moi. c'est sûr. Maintenant, c'est deux écoles différentes. Moi, voilà. Moi, notre principe à nous, au collectif, c'est on travaille dans le respect des gens, quel que soit leur niveau de compétence, leur niveau de peur, leur niveau de relation à leur animal, et on travaille avec leurs animaux. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, la première chose qu'on doit apprendre, c'est vivre ensemble. Travailler avec des peluches, parce que certains travaillent avec des peluches, mais encore une fois, comme je dis, hein, il y a à apprendre dans toutes les formations. C'est comme faire une formation sur du vivant en ligne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Oui, Moi, je suis désolé, c'est pas ma tasse de thé. J'ai même du mal à comprendre qu'on puisse travailler le vivant, le relationnel en ligne.
Voilà. Mais après, comme dit, hein, en fonction de ce que l'on recherche, on peut trouver toujours quelque chose à prendre, hein. Mais c'est vrai que ça a évolué, ça a beaucoup évolué. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, vu tout ce qu'on fait avec nos animaux, vu tout ce qu'on veut faire avec nos animaux, et quelque part, on leur impose, hein, faut être très clair, hein. Plus je regarde Oui, des oui, vidéos oui. TikTok et Instagram, plus je me dis qu'en fait, on a passé le barrière de l'acceptable. Je suis désolé, c'est pas de travailler avec eux sur des choses qui peuvent être rigolotes, mais rigolotes dans le sens où on va pas leur demander plus que des premiers signaux de dire j'ai plus envie. Voilà. L'animal, il peut collaborer aussi. À un moment donné, on se met des freins nous-mêmes, hein. On a été trop loin, hein. On ressortirait nos Je anciens pense de que leur quand même, tombe, il y on a dirait une non. vraie, enfin, en tout cas, peut-être pas auprès de tout le monde, mais je pense que quand même, il y a une vraie sensibilisation aux soins coopératifs qu'il n'y avait pas avant. Ah Ça, oui. c'est un vrai pas en avant avec une capacité à apprendre au chien des choses qu'il ne connaît pas et qu'il va apprendre à tolérer, comme tu dis, en fait, parce qu'il sait ce que c'est déjà, en fait, il sait ce qui va se Mmh. passer, comme même tout connement, tu parlais du muselière, ça peut être une collerette, ça peut être, oui, un bandage, ça peut être tout, quoi, en fait, hein. Mettre un thermomètre dans les fesses, prendre le pouls, enfin, Mmh. voilà, tous les outils que le chien, il voit pour la première fois, s'il les a jamais vus, nous, on peut le travailler de façon positive. Donc je trouve que c'est très bien. Après, j'imagine que dans tes formations, quand tu fais venir des chiens, il y a des gens, ils te disent que leur chien ne sera pas à l'aise Ouais, dans cet personne environnement-là et obligé, qu'ils hein. veulent pas le prendre, quoi. Je Personne pense que c'est pas une obligé, hein. Moi, obligation, quoi. Oui, voilà, ouais, c'est ça. c'est ça. Les gens qui veulent venir viennent avec leurs animaux. S'ils viennent avec du chat, ben, on loue 2 stalles. Après, ben, comme dit, je veux dire par là, si on est déjà dans le doute et la peur, déjà que l'animal nous ressent, en fait, c'est fait pour partager, c'est pas fait pour autre chose, hein. C'est le principe de l'interactivité. Moi, depuis 10 ans, on fait de l'interactivité interspécifique, c'est tout. On va travailler avec son chien, on peut travailler avec le chien de quelqu'un d'autre, l'après-midi, mais on travaille toujours à 2. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour, comment dire? Pour sécuriser le chien, lui parler, généralement la voix de sa maîtresse ou de son maître, qui tout simplement le rassure. Et puis après, quand l'animal prend confiance dans le groupe, parce qu'on est quand même 2 jours ensemble, les chiens, on commence par une balade, après on les lâche en salle, et ça se passe bien. Enfin, je veux dire par là, à partir du moment où on a des animaux sociaux et on n'a pas de femelle en chaleur et qu'on a des gens intelligents, Mmh. intelligents, je dis ça entre guillemets, je veux dire par là, on n'est pas là, moi ce que je dis en permanence, il y a trop de jugement. On est dans le monde de l'animal, je pense dans le monde de l'humain en général, aujourd'hui tout le monde se juge plutôt qu'essayer de construire ensemble en fait. La peur génère nos problèmes. Maintenant, l'animal, lui, est beaucoup plus cool que ça. Après tout, hein, c'est un opportuniste. Il se prend Oui, pas la oui, tête. après, voilà, je pense qu'il y a des chiens qui Ah vont bah, gérer ce type d'environnement, d'autres non. Et oui, normalement, les humains vont le savoir à l'avance. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que faire certains soins ou en tout cas s'entraîner sur un animal vivant, c'est pas tout à fait la même chose que de le faire sur une peluche, quoi. ah bah, c'est même un, Au niveau de à mon sens, l'apprentissage, quoi. ouais, à mon sens, pour travailler sur les animaux vraiment blessés, c'est même croire, même pire que ça, c'est le danger, c'est de croire qu'on est bon. Parce qu'une peluche, on lui parle pas, une peluche, on la rassure pas, une peluche, on fait pas attention à ses gestes, une peluche n'a pas de conséquences. Alors quand on va faire des ateliers Oui, avec c'est vrai. son animal, la contexture, elle va être totalement différente. Entre ceux qui veulent aller trop loin, on est obligé de leur dire décroche, tu vois pas que ton animal il se lèche la truffe, ou bien ou les personnes qui, dès que l'animal il le regarde dans les yeux, ah, j'arrête, il en peut plus, c'est le jour et la nuit. Mais sans les mêmes, comment dire, c'est presque comique, mais comique au sens positif du terme. C'est là où on se rend compte qu'ils dépeignent sur nous, on dépeint sur eux aussi. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a plein de sujets qu'on peut aborder en formation. Et comme on le disait, nous, ce soir, on va parler par exemple des empoisonnements et des coups de chaleur. Enfin, il y a une multitude de dossiers qu'on peut aborder. Aujourd'hui, on se rend compte que avec le changement climatique, avec le changement de société, et malheureusement avec ce qu'on a fait un peu trop avec nos animaux en termes de sélection, on va se retrouver avec des accidentologies qui ne font qu'évoluer et où il faudrait être de plus en plus attentif depuis l'acquisition jusqu'à la fin, pour qu'ils passent un maximum de temps avec nous et que ce soit super méga partage, quoi. Ouais. Du coup, si on aborde le coup de chaud, Ouais, si tu veux. vas-y, Alors, bon, je t'écoute. si on va aborder le coup de chaleur, bon, pour Si être vous très avez des simple, questions, hein, vous hésitez pas, hein, je les prends au mmh, passage et puis quand David aura fini d'expliquer, bah, je lui transmets si ça n'a pas été dit, quoi. d'accord. Alors, le coup de chaleur, moi, c'est devenu mon bâton de pèlerin depuis quelques années, tout simplement parce que aujourd'hui, je bosse avec une quarantaine de vétérinaires et on a beaucoup, beaucoup de retours des anciens stagiaires. Quand on a plus de quasiment 3500 stagiaires et que chacun renvoie des expériences en disant voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que j'ai fait, ce qu'on aurait pu faire mieux, ce qu'on aurait pu l'éviter, ce que j'ai bien vécu, pas vécu le truc. Et on s'est retrouvé l'année dernière
alors qu'on a une année où il a fait très chaud l'année dernière. Et d'un avis de vétérinaire, il y a eu très peu de coups de chaleur l'année dernière parce que comme les gens ne sortaient pas, les chiens ne sortaient pas non plus. Moi, sur le panel de gens qui nous ont rappelé, qui m'ont envoyé des messages, on a quand même 7 chiens et chats de stagiaires qui sont morts, enfin, après la formation d'un coup de chaleur, entre le 7 juillet et le 7 septembre. Donc, je me dis quelque part, c'est énorme parce qu'on n'a pas autant de formats de stagiaires que ça. On a une partie des gens qui vont nous rappeler après, et c'est pas une grande majorité quelque part, mais j'ai trouvé que ce chiffre foutait un peu la trouille. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, c'est devenu mon bâton de pèlerin. Pourquoi? Parce que le coup de chaleur, on en aura de plus en plus. Et on peut l'éviter. On peut l'éviter, mais il va falloir changer totalement notre façon de vivre avec nos animaux. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a des chiens, on a des chats. Mais si on se pose 2 secondes la question, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Ah, on sait qu'ils sont mignons, on sait qu'ils sont rigolos, on sait qu'ils font des tours. Mais c'est quoi leurs besoins? C'est quoi leur physiologie, leur anatomie? Enfin, l'anatomie, pas trop intéressant pour nous, mais la physiologie, comment ça fonctionne l'organisme, ça, c'est compliqué. Alors, si on part du coup de chaleur, ce qu'on va appeler un coup de chaleur, c'est ce qu'on appelle une hyperthermie. Une hyperthermie sévère, en fait, la température d'un chien ou d'un chat va être comprise à la louche, hein, entre 38,5 39,2. Il y a des variations par rapport donc à certaines races. Les chiens ou les chats nus ont une température interne plus élevée due à leur race, tout comme certains individus animaux et peuvent aussi avoir un changement de température, une température différente. La norme peut être différente. Donc déjà, première chose, c'est une hyperthermie. Donc ça veut dire thermie de température hyper au-dessus de la norme. Et on va se retrouver dans une température qui va monter au-dessus de 41. C'est 41 le chiffre à se souvenir. En fait, il y a 2 chiffres à se souvenir pour mettre une fourchette. 41 degrés de température pour un chien ou un chat, on est dans l'hyperthermie sévère. Donc là, on touche au vital. Et 35 degrés de température, là, c'est l'hypothermie sévère. D'accord? Donc, si on regarde bien la fourchette dans laquelle notre animal est bien, elle n'est pas large. Elle n'est pas du tout large. Et elle va varier surtout énormément. La petite parenthèse sur l'hypothermie, il suffit qu'un chien tombe dans l'eau, dans l'eau de rivière en hiver, de l'eau à 8-9 degrés, et on atteint rapidement les 35 degrés. L'hyperthermie maintenant, là on va en parler, le coup de chaleur, 41 degrés de température dans le chien, c'est quelque chose qu'on va avoir très vite, très très vite. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc si déjà on écoute un petit peu les sportifs qui font les sportifs canins avec leurs chiens, et qu'on écoute un peu les vétérinaires qui travaillent avec eux, les chiffres qui circulent, c'est déjà de dire qu'à partir du moment où il fait plus de 15 degrés de météo, on ne doit plus faire d'activité physique intense avec son animal. Alors 15 15 degrés, degrés ouais. température extérieure, quoi. Ouais. Donc là, on est en train de parler de fourchette sécu. C'est de la sécurité, hein. On ne prend pas de risque. 15 degrés, alors je dis bien effort physique intense. Tout le monde ne Ouais, fait pas ouais. l'effort Oui, c'est physique pas être intense. baladé, quoi, mais Voilà. Maintenant, le deuxième chiffre qui circule, alors encore une fois, hein, c'est tout le monde est personne parce que c'est un peu toujours, j'entends ça, moi, quand je participe à des événements un peu sportifs, ça vient donc des blogs santé, et ils estiment aussi que passer 24 degrés de température externe, eh ben, on devrait plus faire autre chose que de la balade. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il y a la température qui va créer de la chaleur dans le corps de notre animal, mais il n'y a pas que ça. Donc l'activité physique va aussi créer de la température. S'il est encore une fois, s'il est en train de digérer, par exemple, il a mangé, ça crée aussi de la température. Ensuite, à partir du moment où vous avez un chien de petite taille et dont le thorax est ras du sol, le rayonnement calorifique avec le sol va aussi renvoyer de la température. Donc en fait, tout va faire en sorte que la température de l'animal, elle monte. Voilà. Donc, on va être très simple pour comprendre le coup de chaleur, et après on parlera de comment l'éviter. Il faut comprendre, et ça c'est mon principe, comment ça marche dans le corps de l'animal. Alors on va reprendre le chien, le chat, ABC pour le chien, le chat. À partir du moment où la nature a créé nos animaux, elle les a créés de façon évolutive pour résister et survivre, pour évoluer. Donc, dans la nature, ça se passe bien. Le chien, je vais prendre l'exemple du chien. Le chien, à partir du moment où la température va augmenter un certain seuil de tolérance, et ça va être, je dirais, l'environnement de vie du chien et son acclimatation qui va le mettre en œuvre, va commencer à lancer des moteurs de régulation de température. Le premier moteur de régulation de température va constituer dans une vasodilatation, c'est-à-dire les veines vont se dilater sous les pattes, sous les coussinets, et il va y avoir, c'est un des 2 endroits où le chien a pas mal de glandes sudoripares, il en a un peu sur le museau, il en a sous les pattes, les glandes sudoripares qui créent de la sueur. Donc, il va y avoir une moiteur qui va se faire sous les pattes de nos chiens et de nos chats. Ajouter à ça donc un réseau veineux qui va s'agrandir. Et si on a la chance d'être dans la nature, ben c'est comme ça qu'a été créé le chien par la nature. Et ben en fait, le chien va se débarrasser de la température par conduction thermique avec le sol. Parce que
il a les pattes moites et parce qu'il a un réseau veineux qui est très ouvert, comment dire, en superficie des pattes. Malheureusement, et là on en revient à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que ça marcherait super bien si le chien a les pattes dans l'herbe ou en sous-bois. Si maintenant le chien a les pattes posées sur quelque chose de chaud, il n'y a pas si longtemps, je parlais encore que des trottoirs, du bitume et du béton, et au lieu de se débarrasser de la température, bah, le fait que ce soit moite et le fait que le réseau veineux soit augmenté, et ben en fait, il va capter la température du sol. Donc déjà ça, on vient de foirer la nature. C'est-à-dire qu'au lieu que ça lui sauve la vie, ça va augmenter son problème. Donc ça, et malheureusement, c'est pas en 60 ans qu'il va y avoir une évolution dans le chien. Il a fallu des millions d'années pour que ça marche comme ça. Ouais. Deuxième moteur que va lancer le… Une question qui me vient à ce moment-là. Est-ce que quand le chien, tu sais, des fois quand il fait chaud, moi, mes chiens, ils ont tendance à creuser le sol. On dit que c'est pour chercher la fraîcheur. Bah oui. Est-ce que c'est ce comportement est lié à ton explication de ils essaient de chercher la fraîcheur avec le contact au sol? Bah, le chien, en fait, le chien, concrètement parlant, on l'a pas inventé. Enfin, on a inventé des races. Un peu bizarre, on a inventé des races. Mais le chien, prenez n'importe quel chien, ce qu'on va appeler les patrons moteurs, il les a tout bébés, que ce soit un bulldog français qui a jamais connu mère nature ou que ce soit un primitif, les patrons moteurs, ils sont là. Oui, il y a des gestes Les jeux, ancestraux, donc il y a des choses qui sont devenues génétiques. Alors maintenant, ça c'est totalement pragmatique. Je veux dire, par à partir du moment où on creuse le sol et qu'on va rentrer sous la surface, forcément, on est dans du plus frais. L'humain le fait aussi. Hein. L'humain le fait aussi. Hein. Partant de ce principe-là, creuser le sol pour avoir quelque chose de plus frais, c'est totalement normal. Maintenant, c'est normal, mais il faudrait que l'environnement puisse s'y prêter. Comme je disais tout à l'heure, moi je parlais par rapport à cette conduction thermique des problématiques liées au trottoir et à la rue. Nos villes renvoient énormément de chaleur, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, à la campagne, moi j'étais il n'y a pas si longtemps du côté de Apt et Avignon, les sols sont tellement chauds, les champs sont tellement cramés que même le contact de la terre renvoie de la chaleur parce que ben, ça va trop loin. Donc, si on prend ce premier moteur de régulation qui est de se débarrasser de la chaleur par contact avec le sol, ben, en fait, il faut de l'herbe, il faut de l'eau, se balader et se promener avec un chien qui patauge dans la rivière ou des sous-bois. Après, on va avoir un deuxième moteur qui va se mettre en route de régulation, enfin un deuxième moteur, un deuxième principe de régulation. Et ça, on l'a tous vu, c'est nos animaux, quand ils ont chaud, ils allaitent, le allaitement, l'hyperventilation. Alors, concrètement parlant, encore une fois, en quoi le allaitement fait descendre la température? Si on se pose la question là tout de suite, maintenant, est-ce que je sais pourquoi? Il y a un bug, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi. C'est physique en fait. C'est même de la physique, première année de physique. En fait, c'est très simple. Si on regarde comment est fait le museau d'un chat ou d'un chien, on a un museau qui est long en proportion, et quand on regarde le palais, il y a des rides. En principe, il y a des rides sur le palais des animaux. Ces rides, elles augmentent la surface de contact cutané. Dans la gueule d'un chien, on a de la salive. Pour l'instant, tout va bien. Sous le palais du chien, et si on regarde une coupe, on peut trouver ça sur Internet, une coupe sagittale, c'est-à-dire la coupe d'une tête de chien, vous verrez que c'est super vascularisé. Beaucoup de réseaux veineux. À partir du moment où il y a évaporation d'un liquide, mécaniquement, il y a création de fraîcheur. Donc, à chaque fois que l'air va rentrer dans la gueule de nos animaux, l'air va passer sur le palais pour vaporiser, pour vaporiser, rendre en vapeur la bave. Et en faisant ça, ça va refroidir le sang contenu dans le réseau veineux qui est juste sous le palais du chien, qui va refroidir le cerveau qui est juste à côté. C'est le principe du radiateur qu'on a dans la voiture. Donc, c'est l'évaporation de la salive qui crée par effet secondaire de la fraîcheur. Notre gros problème, c'est que plus le chien va haleter, plus il va se déshydrater. À partir du moment où l'animal va être trop déshydraté, il n'y a plus assez de salive pour être évaporée. Et à partir de ce moment-là, le deuxième moteur va s'arrêter. C'est pour ça qu'une des choses qu'on doit absolument faire en permanence, surtout quand il commence à faire un peu chaud, alors la période de l'année va varier, parce qu'il y a des vagues de chaleur, c'est en permanence contrôler si notre animal est déshydraté ou pas. Alors, il y a 2 gestes à faire pour vérifier cette déshydratation. Ils sont, je dirais, assez simples. On prend un pli de peau sous la croupe de nos chiens. Alors, au début, je disais au niveau de l'encolure, mais comme l'a fait remarquer Elodie il n'y a pas longtemps, c'est que si notre chien il porte un harnais ou un collier, à partir du moment où on va prendre un pli de peau, à cause des fois de la compression du collier ou du harnais, le pli de peau il va rester en place. Si on le prend sur la croupe, il n'y a pas de harnais au niveau de la croupe. Donc, en fait, on prend un pli de peau, on relâche le pli de peau et il doit revenir instantanément à sa place. Si le pli de peau met plus d'une seconde à revenir à sa place, on est déjà à 5% de déshydratation.
Et passé 2 secondes 5, c'est un aspect un peu peau cartonnée, on vient de franchir les 10% et là, le bilan clinique vital est engagé. Ça va très vite, hein. Donc ça, principe de déshydratation. Le deuxième geste qu'on peut faire pour éviter que notre chien n'est pas trop déshydraté, c'est tout simplement lui mettre la main dans la gueule et on doit toujours avoir une gueule qui est humide et avec de la bave. Ça doit jamais être collant ou sec. D'accord? Donc ça, je pense que tout le monde est capable de faire ces 2 gestes. Alors, là, il n'y a pas si longtemps, Élodie a fait une petite vidéo où elle expliquait ça. Tout le monde s'est foutu un peu d'elle en lui disant: «Ouais, c'est pas bien, contrôler toutes les 10 minutes ton chien quand tu te balades, c'est devenu paranoïaque». Quand il commence à faire trop chaud aujourd'hui, moi je pense que 10 minutes, ça peut faire beaucoup de différence. On a eu malheureusement un chien d'une formatrice qui est mort en 20 minutes, sortie de voiture climatisée, coma 20 minutes, un bulldog français. 10 minutes, ça aurait pu faire la différence. Donc en fait, quand il va faire chaud, contrôler assez souvent le pli de peau pour qu'en permanence notre animal soit hydraté. Ensuite, on verra tout à l'heure, il faut tout le temps qu'il ait à boire. C'est simple, il faut tout le temps qu'il ait à boire. Est-ce que vous avez déjà eu des retours comme quoi, malgré le fait que les chiens ventilaient beaucoup et qu'il faisait chaud, ils avaient du mal à boire? Est-ce que vous Alors, avez eu ce retour-là? non, Bah, moi, je l'ai alors, déjà remarqué en événement, que les chiens avaient du mal à boire alors qu'il faisait ouais. super chaud. J'ai le retour de ça sur les vieux chiens. D'accord? Il y a un retour de ça sur les vieux chiens. J'ai eu le cas, mais je peux pas en faire une règle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire une règle, il faut faire une étude scientifique, savoir si ça se reproduit, le taux de reproductibilité, C'est sûr. pardon. Quand un chien est très, très stressé, des fois, il boit pas. Quand il a peur, des fois, il boit pas. Quand il a mal, des fois, il boit pas. Pourquoi? Parce que ça change sa façon de fonctionner. Mais à partir du moment où on a des chiens, très, très souvent, les chiens, dès qu'ils ont accès à de la flotte, ils boivent, hein, c'est pas un souci. Mais j'ai pas de règle. Par contre, c'est vrai que c'est déjà arrivé que des chiens, de façon épisodique, ne boivent pas. Je peux pas en fixer une règle. Par contre, En fait, je fais régulièrement enfin, de temps en temps, des stages et je pense entre autres au stage de mentrailing où en général on le fait, bah, il arrive qu'il fasse plus que 24 degrés. Et en fait, on rajoute souvent des trucs dans l'eau en fait, hein, et on le fait presque tous. Donc soit ça devait être de la poudre, de lait de chèvre, soit, bah, il y a des trucs dans le commerce qui existent. Parce que quand même, globalement, le retour, c'est que les chiens ont du mal à boire et ça les aide à boire du coup d'aromatiser si tu veux l'eau. Voilà, c'était juste, pourquoi pas? tu aurais pu avoir ce retour-là en formation, d'avoir d'autres personnes Pourquoi qui te pas? le disaient et c'était pas forcément des vieux chiens là pour le coup, mais voilà. Moi, je sais que sur de chiens déshydratés, donc maintenant je vais aller plus loin, chien ou chat en déshydraté, mais là je me sers moi de mon retour d'expérience et personnel. J'agis aussi pas mal dans la protection animale et de retour de stagiaire. Un animal très déshydraté et très apathique, il est sur le flanc, il n'a pas envie de boire. Oui, oui. C'est pour Oui, bah, ça que ces animaux, à ça partir du moment craint quoi. Là, voilà, ça là craint. on est déjà dans le Ouais. niveau qui craint. Moi j'ai appris à mes chats à boire à la seringue. J'ai appris à des chiens à téter des gants de toilette. Ça, il faut pas apprendre d'avoir besoin. Ça, c'est des codages, hein, c'est des dressages, parce que pour moi, l'éducation, c'est apprendre à vivre dans un milieu en harmonie, et le dressage, c'est Oui, apprendre des tours. Apprendre à téter un gant de toilette ou apprendre à boire à la seringue, c'est pas quelque chose de naturel. Et comme tu le dis, on peut très bien rajouter un arôme qu'il aime, sans taper dans n'importe quoi en arôme, encore une fois. Mais oui, moi, j'ai déjà vu, en prenant ce que tu me poses comme question, sur du chien très déshydraté. Très déshydraté, il n'a pas forcément soif. Enfin, il n'a pas forcément soif. Il n'a pas le réflexe de boire. oui. Quoi qu'il en soit, apprendre avant toute chose un chien, il revient aux soins coopératifs à être capable de boire en tétant un gant de toilette ou en buvant à la pipette pour les chats, hein, parce qu'il y a pas que les chiens, il y a les chats et puis je prends un chichi ou les chiens les plus petits ramassent beaucoup plus la chaleur. Pourquoi ils sont plus petits? Donc ils sont plus proches du sol. Après, si on laisse ces chiens au contact du sol, hein, parce que beaucoup de ces chiens-là passent un peu trop de temps à hauteur de bras, mais ces chiens-là ramassent plus la chaleur. Eux, il faut absolument qu'on puisse leur donner à boire en permanence. Donc, si on revient à ce deuxième moteur, comme je disais, pour évacuer la chaleur, qui est le halètement va fonctionner à partir du moment où il y a de la bave dans la gueule de l'animal. D'accord? Donc, toute cette mécanique va fonctionner à partir du moment où l'animal est hydraté. Puis, il y a un autre moteur qui va se mettre en route dans la tête du chien ou du chat, notre troisième moteur, qui là va nous poser des problèmes. C'est le cerveau qui va se mettre en situation de survie. Et quand le cerveau se met en situation de survie, il va commencer à capter de l'eau dans l'organisme. Et au niveau cellulaire, il va commencer à gonfler. Parce que les cellules ont capté de l'eau. Donc, en fait, quand le cerveau est gonfle, c'est un nom, on appelle ça un œdème cérébral. D'accord? Et un des symptômes donc, du coup de chaleur, ça va être de voir un animal qui titube et un animal qui tombe. Il perd son équilibre. Et l'équilibre, c'est très simple. Hein. Ce qui gère l'équilibre, c'est l'oreille interne. Donc, à partir du moment où il y a perte d'équilibre, on est déjà sur une atteinte cérébrale.
Dans les signes avant-coureurs aussi du coup de chaleur, on va avoir une hyperventilation, on va avoir des fois des diarrhées, on va avoir des vomis, on va avoir aussi des muqueuses bleues, des muqueuses buccales bleues. Mais encore une fois, peu de gens regardent les muqueuses de leurs animaux. À partir du moment où on vit avec nos chiens, on vit avec nos chats, on vit avec eux, puis à un moment donné, on arrête de les observer. On prend du kiff avec, mais leur santé, on la regarde pas tous. Sauf si on est renseigné sur ce qu'on doit regarder, ou sauf si on a déjà eu la trouille un jour. Mais on doit regarder tout ça. Et c'est vrai que des muqueuses qui commencent à devenir rouges, foncées, bleues, ça sous-entend une problématique de circulation sanguine. D'accord? Donc maintenant, derrière, on a la perte d'équilibre. Et après la perte d'équilibre, il y a le coma. Hein. Après, l'animal va partir chez le vétérinaire qui va le mettre sous perfusion. Les vétérinaires ne sont pas des magiciens non plus. Et ils vont vous dire qu'il y a un nombre d'heures à passer pour être certain que l'animal va s'en sortir sans séquelles. En fait, tant que l'œdème ne s'est pas résorbé, on ne se connaît pas les conséquences. Et aujourd'hui, je vois beaucoup trop de gens qui jugent sans se mettre à la place. La problématique, elle est liée au fait qu'on a exposé nos animaux à trop de chaleur. Mais on reviendra dessus après. Donc, comme je le disais, c'est 3 moteurs qui vont être la vasodilatation des coussinets avec des glandes sudoripares qui mettent de la sueur. Ça, on se rend compte que ça marche plus beaucoup parce qu'il fait trop chaud et que notre environnement de vie est beaucoup trop chaud. Beaucoup trop de rayonnement, beaucoup de décharge dans le sol. L'hyperventilation, le halètement va fonctionner tant que nos animaux sont hydratés. Et après, malheureusement, on va rentrer dans une séquence qui est une séquence qui nous amène au coma. Quoi. Donc, si on reprend tout ça mélangé, la conséquence de la chaleur, elle va être désastreuse pour les animaux. Alors, il y a des choses qu'on peut faire. On va repartir sur les principes de prévention. Premier principe de prévention, on change nos habitudes. On change nos habitudes, on arrête parce que ça fait fun, parce que c'est bien de rencontrer ses potes, d'aller se balader la journée. Alors oui, le chien est un opportuniste social qui a besoin de rencontres sociales. Ça, je l'entends, c'est normal, il faut. Maintenant, de l'autre côté, la journée, pour de l'excitation, pour du jeu, si on n'a pas des environnements dans lesquels on va se promener, qui vont être des sous-bois, qui vont être des zones où il y a un peu de rivière, et sans cyanobactéries, hein, ça, parce que ça, c'est pas bien non plus, des zones où en fait ils peuvent jouer, c'est-à-dire monter en excitation, donc en création de chaleur, mais derrière avec un environnement qui soit, comment dire, cool en termes de température, on peut garder la journée, c'est pas un souci. Maintenant, beaucoup d'entre nous, d'entre vous, ne vivent pas forcément à la campagne. Et même à la campagne, hein, si vous êtes entouré de champs, ça devient compliqué. Hein. Donc, il faut absolument privilégier les sorties tôt le matin et tard le soir. D'accord? Si je suis pragmatique, en fait, on devrait voir aujourd'hui des courants de promeneurs de chiens ou de pet-sitters qui achètent des frontales. Parce que je suis désolé, si on doit promener les animaux dont on a la garde, c'est un métier, on est professionnel, c'est pas qu'un numéro de sirette. Eh ben, si on doit les promener, on va les promener le soir, on les promène pas la journée. Sinon, je suis désolé, on devient dangereux. Voilà. Maintenant, encore une fois, si on a le choix d'aller à la campagne, dans les forêts, dans les cours d'eau, là, ça me va. Donc déjà, changer les horaires, soit tôt le matin, soit tard le soir. D'accord. Numéro 2, il faut absolument, absolument, absolument que nos animaux aient de l'eau en permanence. Alors, pas une gamelle, plein de gamelles. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent très bien renverser leur gamelle. Ensuite, on a des petites arnaques. Alors, certains utilisent des tapis de léchage, certains utilisent des kongs, en ce qu'on appelle en jeu d'occupation. Hein. On peut très bien en faire des congelés. C'est-à-dire, les tapis de léchage, on les met au congèle. Les kongs, on les remplit avec un peu de pâté, un peu de viande, on les met au congèle. Il y aura de l'eau à l'intérieur. En plus que ce sera un jouet d'occupation qui dure un peu plus longtemps. Et une petite arnaque en prévention, je précise en prévention, encore une fois en prévention, parce que si vous faites ça et qu'il y a déjà un coup de chaleur, ça peut créer un problème. Vous prenez des ballons baudruche, des ballons dans lesquels on souffle pour les enfants. Vous le retournez, comme ça il y a le tal qui sera à l'extérieur. Vous les remplissez d'eau. Dans un ballon, il va y avoir, par exemple, mettez 2 litres d'eau. Vous faites un nœud, vous le mettez au congélateur et après vous attendez que ce soit congelé à cœur. Quand vous partez le matin au travail, il faut avoir des gamelles d'eau assez larges. Vous mettez votre ballon baudruche, on enlève le ballon et en fait on a une grosse balle de glace. Voilà. Bulle de Et en fait, glace. c'est ça. Et le chien va lécher cette balle toute la journée, ou le chat va lécher cette balle toute la journée. Encore une fois, ça passe par un apprentissage, toujours pareil. Et je vois, moi, beaucoup plus de choses positives en prenant ce principe-là que les glaçons. Parce que j'ai un problème avec les glaçons, c'est que les glaçons, ça fond très vite, parce que la surface de contact du glaçon est beaucoup plus longue, importante. Et numéro 2, si le chien en gobain, il peut s'étouffer. Alors que la balle de glace à lécher, elle va fondre, hein, c'est bien, on est bien d'accord, mais elle mettra plus de temps à fondre. Et en permanence, en même temps, il aura de l'eau. Par contre, n'oubliez pas à côté de mettre une serpillière ou de mettre un sous-gamelle, parce que comme la balle, elle dépasse quand ça va fondre, bon, ça risque de déborder. Et moi, je vous dirais à la rigueur, il va en boire une grande partie. Ensuite, on peut, et il le faut, parce que moi, aujourd'hui, c'est pareil, et même en tant qu'enquêteur maltraitance, j'entends des choses
folle. Il y a trop d'ultra aujourd'hui, hein. Un chien dans une voiture, c'est des méchants, je ne vais pas dire des gros mots, et c'est inadmissible. Bon, ben on arrête. Je suis désolé. On a tous le droit d'aller chercher son pain. Et tous le droit pour aller chercher son pain d'avoir laissé son chien 10 minutes dans la voiture. Genre, voilà, les gens qui donnent le plus de leçons, des fois, devraient balayer devant leur porte. Je fais bien la différence entre aller chercher son pain et la personne qui va laisser son enfant ou son chien pendant 1 heure et demie dans la voiture. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on parle chien et voiture, on voit tout de suite la chose inadmissible. Il n'y a pas besoin d'avoir un chien et une voiture pour un coup de chaleur. Vous laissez votre chien dans votre appartement, il n'y a pas de circulation d'air, il fait trop chaud, ben, il y aura un coup de chaleur. C'est pas que la chaleur qui compte, il faut prendre en compte aussi la circulation d'air. D'accord? C'est pour ça que dans vos appartements, dans vos maisons, il faut absolument que soit les fenêtres soient ouvertes, entrebâillées, ou vous ayez des ventilateurs. Donc, si maintenant vous avez des ventilateurs, que vous avez de l'eau, ben, vous avez quasiment gagné. Après, ben, il suffit d'observer ce qu'on fait aujourd'hui pour nos amis bétail. Dans les stabules, l'endroit où ils mettent beaucoup de vaches aujourd'hui, je suis pas en train de parler c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas le sujet du jour, ben, on met des brumisateurs avec des ventilateurs. À partir du moment où vous avez de l'eau en brumisateur, c'est un peu un brouillard, et vous avez une ventilation, l'évaporation de ce liquide crée de la fraîcheur. En fait, on réinvente les pièges à vent, hein. Donc, il y a plein En fait, de l'idéal, c'est le solutions. rafraîchisseur d'air, quoi. Mais c'est ça. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les climatisations, énorme, je dirais, évolution technologique, c'est ce qui réchauffe la planète, hein. Je veux dire par là, c'est un luxe d'avoir une clim. Et après, derrière, trop de clim, tu la climes. Je tombais malade avec la clim. Donc, un ventilateur et de l'eau, quelque part, bah, c'est pas mal. Un ventilateur et un brumisateur, c'est bien aussi. Maintenant, qu'on soit clair, le coup de chaleur, il peut arriver à tout le monde. Qu'on soit amoureux de nos animaux, respectueux de nos animaux, on a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit à s'être trompé un jour. Et moi, je voudrais qu'on arrête de juger les gens à qui c'est arrivé, parce que ça peut nous arriver demain. C'est arrivé à 7 stagiaires qui aimaient leurs animaux. C'est arrivé à d'autres d'ailleurs. Donc, si on prend la prévention, il y a ça. Numéro 2, en prévention, donc, comme j'ai dit, de l'eau. Numéro 2, sortir tard le soir ou tôt le matin. Et numéro 3, maintenant, le poil. Ça, c'est hyper important. On ne toilette pas, enfin, on ne coupe pas, on ne tombe pas un animal en été. Un Touareg dans le désert, il n'est pas en short claquette. Ça, c'est le touriste qui se fait des dunes. Un Touareg, il est couvert de fringues très épaisses pour se protéger du rayonnement. Ça veut dire quoi? Ben, nos chiens qui sont porteurs de poils, ça les protège. Par contre, il y a des règles. À partir du moment où vous avez un chien à poil ras, ben, le chien à poil ras, et encore plus si vous avez un chien qui va être noir, par exemple, ça va capter la chaleur, et ben en fait, il va prendre des coups de soleil. Numéro 2, donc ça, ces chiens-là, ben, on peut aussi les protéger parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en plein soleil. Vous avez les chiens à poil long. Et là, on rentre dans 2 problématiques. Quand on écoute les conseils pour le coup de chaleur, vous entendrez souvent, il faut arroser les animaux. Bien. Eh ben, si vous arrosez un animal, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est pourquoi il faut arroser un animal. Arroser, parce qu'on m'a dit d'arroser, moi je trouve c'est bien, mais c'est un sens critique qui est néant. On arrose tout simplement parce que si j'arrose un animal, Non. mais non, mais beaucoup de gens, par mimétisme, moi c'est ce Oui, que oui, oui, mais mais moi le oui, oui, premier, oui. j'ai cru beaucoup de choses sans juger, où je pensais avoir raison. J'ai même véhiculé des idées préconçues parce que c'était tellement logique. Et en fait, si on creuse, Ben, on l'a tous fait, hein. ben, on a On le tous fait le droit à tous, l'erreur. sûrement C'est ce que encore je veux dire. d'ailleurs. C'est ce que je veux dire. C'est que si on arrose un chien, mais que ce chien n'est pas toiletté, je comprends par là, je veux dire par là qu'il a de la bourre, du sous-poil, on va créer un gros problème. En fait, l'eau va imprégner le poil, donc là, c'est pas un souci. Mais arrivé au sous-poil, vu que le sous-poil est beaucoup plus épais, l'eau va faire tout simplement une pellicule sur le sous-poil. Et en fait, maintenant, la chaleur émise par le chien est réverbérée par cette couche d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, on réalise une cocotte minute sans le faire exprès. Si on veut réellement que ça marche, le fait d'arroser son chien, il faut absolument que la peau soit mouillée pour qu'il y ait évaporation, pour que ça crée de la chaleur. Donc, moi, s'il y a On encore un va conseil s'arrêter que au je donne, sous-poil, c'est ce que tu veux dire? c'est ça. En fait, le sous-poil, la bourre, elle sert en hiver, elle ne sert pas en été. Elle n'a jamais servi en été. Maintenant, bah, le problème, c'est qu'on a des races de chiens qu'on emmène dans des environnements qui ne leur correspondent pas, hein. Ça, c'est pas l'inventer, hein. Là, on voit des choses un peu bizarres. Donc, il faut absolument, si on arrose un chien, comprendre que c'est bien d'arroser un chien. On peut arroser sous le ventre du chien, ça c'est bien aussi parce qu'il y a moins de poils. Mais si on a un chien avec du poil long et avec de la bourre, le fait d'arroser le poil, non seulement va pas créer quelque chose qui nous aide, mais peut créer quelque chose de pire. Voilà. Donc, l'arroser, En fait, en gros, il faut l'arroser suffisamment, en fait. C'est ça que ouais. tu veux dire? Il Oui. faut l'arroser et il faut, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. C'est l'évaporation d'un liquide qui crée physiquement de la fraîcheur. D'ailleurs, tous ceux là qui nous écoutent, qui ont déjà fait du footing ou du vélo, quand vous touchez votre ventre, il est glacé.
Parce que tout simplement, en courant, en faisant du vélo, l'air qui va passer va refroidir votre transpiration au niveau du ventre. C'est tout. Donc, les principes physiques, ils sont simples. Il faut juste les comprendre et les mettre en application. Donc, on change nos rythmes de vie. On sort le matin, le soir. Ils ont de l'eau en permanence. Et après, derrière, on se débrouille pour que, tout simplement, si on les mouille, qu'il y ait une évaporation suffisante. Ensuite, on peut installer des piscines. Vous savez, les piscines à balles, on peut mettre un peu d'eau, on peut mettre des serviettes mouillées. On en revient toujours à la même chose. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour parer au problème. Maintenant, concrètement parlant, il va faire de plus en plus chaud. Il va faire de plus en plus chaud les années à venir. Donc, il faut qu'on achète du matériel. Voilà. En fait, le réchauffement climatique, c'est plus un fantasme malheureux. On a créé ça, nos générations. Il existe des manteaux rafraîchissants maintenant. Il existe des couvertures rafraîchissantes. Parce qu'il faut trouver un artifice technologique, technique, pour enlever notre problématique due à la chaleur. Maintenant, le problème, encore une fois, il faut faire attention à ne pas tomber dans la facilité. Je m'en fous de sortir la journée, j'ai un manteau qui rafraîchit. Non, ça, c'est facilité. De la même façon, si on promène son chien et qu'on n'a que du trottoir ou de la route, on peut aussi acheter des chaussures. Je suis désolé. Alors justement, j'ai une question là-dessus. La personne demandait du coup, effectivement, sur le goudron, les chaussons, ils vont empêcher que la chaleur, elle contamine, ou en tout cas, ça va limiter la chaleur au niveau des coussinets. Mais du coup, j'imagine que les chaussons, il ne faut pas les utiliser partout, puisqu'il y a des endroits où ça sera intéressant que le chien soit en direct au sol si c'est plus frais, quoi. Voilà, on en revient à ça. On en revient à cette fameuse j'en prends et ça devient une habitude. Plus on va mettre des chaussons à un chien, plus ses pattes vont devenir fragiles. Numéro 1. Numéro 2, à partir du moment où on lui met des chaussons, il a quand même sa vasodilatation et la transpiration. Donc ça va encore une fois sensibiliser les coussinets des chiens. Les chaussons, en fait, ils nous servent uniquement à quitter cette zone où le sol est trop chaud. Pour rejoindre une zone où j'enlève les chaussons de mon chien, et là, il reprend sa liberté. C'est un peu comme nous, on aime être pieds nus à la maison, quoi. Mais c'est des utilisations ponctuelles, quoi. C'est ponctuel. Si ça devient une habitude, en fait, on va totalement finir de flinguer nos animaux, quoi. Parce qu'ils vont devenir sensibles. Je veux dire par là, quand vous regardez les chaussons qu'on met, les mushers mettent à leurs chiens, ils n'en mettent pas à toutes les pattes, ils en mettent aux pattes les plus fragiles. Et ils préparent les pattes de leur chien avec un baume tannant, un baume hydratant, ils coupent les poils interdigitaux. Enfin, un chien, ça se lie, c'est bien, ça se lie, mais ça s'entretient aussi, et ça se comprend. Sur la partie, je dirais, physio, et la partie, environnement, prévention. Voilà tout ce qu'on peut faire sur un coup de chaleur. Alors, c'est des petites règles simples, et que je suis désolé, on est tous capables de faire. On est tous capables de faire. Je te donne juste les questions avant qu'il y en ait trop sur cette partie que tu viens d'évoquer. S'il y a un œdème cérébral, est-ce qu'on peut arroser la tête? Alors, arroser la tête, ça va changer quelque chose d'arroser la tête. Alors, arroser la tête, on en revient à quelle eau faut arroser. C'est aussi une règle. Jamais, d'ailleurs, je pourrais l'écrire au milieu de l'écran, jamais d'eau froide. En fait, il faut éviter absolument le choc thermique. Donc, ça va être de l'eau tiède, d'accord? On va être sur du 20, 25 degrés. Faire attention à pas que ce soit trop froid, parce que si vous mettez de l'eau trop froide, vous allez créer ce qu'on appelle une vasoconstriction. C'est-à-dire, massivement parlant, à partir du moment où vous mettez du trop froid sur du trop chaud, et sur le réseau veineux, il va se rétracter tout simplement. Et malheureusement, sur de l'abdomen, ça peut être pire. Si vous mettez de l'eau froide sur l'abdomen d'un chien, c'est hyper vascularisé, et on va créer un danger potentiellement mortel. Donc, si on doit arroser un chien, on arrose un chien avec de l'eau tiède, parce que c'est pas l'eau en elle-même qui va être notre solution, c'est l'eau et son évaporation. Ouais. D'accord? C'est comme ça que fonctionnent les manteaux rafraîchissants d'achat. Pas d'eau glacée. Moi, j'ai déjà lu des trucs sur Internet qui m'ont foutu la trouille. On ne met pas un chien dans de l'eau glacée. Enfin, je veux dire par là, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. La différence, le choc de température peut créer des problèmes. Donc, si on revient à ça, l'œdème cérébral, à partir du moment où il s'est développé, on est déjà dans du neurologie. C'est déjà dans un besoin absolu de vétérinaire, parce que ça veut dire qu'on attend beaucoup trop longtemps. On a attendu beaucoup trop longtemps. L'œdème cérébral, le problème, c'est qu'à partir du moment où la masse du cerveau, de l'encéphale va grossir, ça va venir tirer sur des réseaux veineux et artériels, ça va venir en compresser certains, ce qui peut créer aussi ce qu'on appelle des accidents vasculaires cérébraux, soit en thrombose, c'est-à-dire qu'un vaisseau sanguin va se boucher, soit en hémorragie cérébrale. À partir du moment où on est sur une augmentation de la taille du cerveau du chien, ça malheureusement on le voit pas, on n'est pas dedans. Nous on va voir que des symptômes, perte d'équilibre. La perte d'équilibre, on est déjà trop tard. Ça fait déjà longtemps qu'on aurait dû quitter cette zone de saturation, de jeu, de chaleur. Je suis désolé, mais des journées du chien en plein été, on y va sans chien. Sauf si elle se passe dans la forêt à Vallejouffret, comme la Montboubou, par exemple. Mais à un moment donné, il faut être aussi conscient.
Oui, c'est bien le kiff entre des chiens. OK, mais à quel prix, quoi? Donc concrètement parlant, si, on a déjà, une perte d'équilibre chez les chiens, on va arroser le temps de trouver la bonne solution parce qu'il faut l'emmener chez le vétérinaire, Ouais. sachant qu'il va falloir le porter dans la voiture, voire approcher la voiture pour mettre le chien dedans. Courage si votre chien il fait 40 kilogrammes. Et puis après, bah, c'est le vétérinaire qui prend la main. Arroser, malheureusement, vous allez arroser un système sanguin, un système veineux. Là, on est sur un encéphale, un organe qui est le cerveau qui a grossi. Donc, il n'y a pas de relation directe parce que le symptôme est déjà trop élevé. Et c'est pas, et même si c'en avait un, c'est pas à mon niveau, c'est au niveau vétérinaire de juger. Ouais. Désolé, hein, mais là, je peux, ouais, j'ai pas la Oui, main. oui, non, mais écoute, je te dis les questions. Une personne qui dit que pour les humains sportifs, ils prennent des électrolytes en fait pour Mmh. limiter les risques de déshydratation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut donner aux chiens? Bah là, on arrive alors, les électrolytes, ça existe. Bon, avoir une culture là-dessus, oui. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est on en arrive où là? Les électrolytes, c'est un élément qu'on va ajouter à l'eau qui va permettre de faciliter, ces passages en zone un peu sensible. Enfin, un peu sensible, beaucoup sensible. Ça va permettre de s'adapter à l'animal. Maintenant, l'autre côté, entre le chien de sportif, un peu comme nous, hein. Celui qui fait du marathon, bah, il va prendre des sels minéraux, il va prendre des petits produits qui vont l'aider à tenir, mais on rentre dans des choses qui sont pas naturelles, hein, qu'on soit bien clair. J'ai pas le recul scientifique pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Moi, le recul, je dirais, de respectueux de la cause animale que je suis, c'est de dire J'ai pas besoin d'en oui, donner parce que je mets bah, pas mon chien si dans une je mets, situation où il a enfin, besoin d'en prendre. voilà, ce que je te disais tout à l'heure, moi je pars du principe que, et je le dis à tous les gens que j'ai en formation les yeux dans les yeux, faut jamais se juger. Il faut jamais juger les autres parce que nous-mêmes, on peut faire des bêtises, voire des grosses bêtises, plus. Maintenant, moi, je pars du principe, et c'est pour ça que je peux pas répondre à ta question, c'est si moi, il fait trop chaud, il est hors de question que mon chien, il dort, quoi. Je peux rater une course, je peux rater une rencontre avec des, ben non, le chien, il restera à la maison, j'irai sans mon chien. À la rigueur, j'en mets une photo de mon chien et puis je montrerai les photos de mon téléphone. Mais, en fait, on peut, oui, ça peut marcher, mais je suis pas vétérinaire pour répondre. Donc là, il faudrait demander à un vétérinaire réellement l'efficacité. Voilà. Moi, mon principe, il serait plutôt d'éviter ça, quoi, en évitant de sortir. Une autre personne qui demande: «Est-ce qu'un chien qui a déjà eu un coup de chaud, il sera plus susceptible d'en avoir un autre ou pas? Ça n'a pas de lien?» Alors, le coup de chaleur est un accident, c'est pas une maladie, d'accord? Donc déjà, un accident, si c'est répétitif, c'est que, c'est la loi de Murphy, la loi de la tartine beurrée, si vous avez pas de bol, ou bien c'est que vous avez des fois pas compris la première leçon s'il a survécu, votre chien. L'accident lié à la température, c'est un mécanisme qui permet, enfin, c'est des mécanismes que je vous ai expliqués tout à l'heure, qui permettent au chien de thermoréguler pour revenir à la norme. Ce qui peut ça, par contre se passer, c'est que si le cerveau a déjà eu un problème, parce que vous avez déjà eu un gros coup de chaleur très critique dans le passé de l'animal, vous avez déjà lésé une partie potentiellement des vaisseaux sanguins. Vous savez, ce qu'on appelle les anévrismes. Un anévrisme, c'est quand une artère est distendue, que ça fait une petite bulle beaucoup plus fragile, et la rupture d'anévrisme, bah, elle est liée au fait qu'il y avait un anévrisme avant, hein. Donc, plus on va être exposé à une zone accidentogène, plus oui, il peut y avoir des conséquences. Parce que il va y avoir ça va se reproduire, ça va même augmenter Mais les c'est symptômes. les Mais antécédents là qui font voilà, mais que, là, on reste dans des antécédents physiques. C'est un accident, c'est pas une maladie, le coup de chaleur. Moi, je dis juste un truc, si on a la chance d'avoir un animal qui est pas resté parce qu'on a eu du bol et parce que nous-mêmes, on n'a pas fait attention, comme je disais tout à l'heure, ça peut arriver, hein. Bon, on essaye que ça ne se reproduise pas une deuxième fois. Après, on a un problème avec certaines races. On a des races, allez, on va en citer une. Allez, au hasard, la chaleur et le bulldog français. oui, bah, oui. Ben, je veux dire par là, tout le monde tout le monde voit exactement, sans que je prononce un mot, notre problématique. Il est proche du sol, il faut qu'il fasse 50 pas pour faire la même distance que les autres. Le bidon, limite, s'y touche pas. La forme de son museau fait qu'il a déjà de gros problèmes de ventilation. Mais on a des chiens qui sont des bombes à retardement par rapport à la chaleur. Plus le chien va être haut sur pattes, plus il va avoir un museau long, moins il va subir la chaleur. Mais c'est de la logique. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on prend un animal avec des problématiques liées à sa race, on devrait, au moment où on le prend, déjà le savoir, pour commencer, savoir quel animal je prends, quelles vont être ses problématiques, ses fragilités et ses forces, hein. Et numéro 2, bah, du coup, j'achète tout le matériel qui va avec. Oui, oui, pour limiter le risque. Mais c'est tout ce que je peux dire là-dessus.
Est-ce que tu as une alternative au truc, au ballon glacé parce que tu as des chiens qui digèrent mal ce qui est glacé, en fait, ça leur donne la courante, en d'autres termes. Est-ce qu'il y a des Alors oui, alternatives bah, à ça? moi, l'idée du ballon, enfin du ballon, de la balle de glace, c'était pour qu'il y ait de l'eau à la journée, toute la journée à la maison. J'ai bien dit en prévention, hein, qu'on soit bien clair, hein. Pas d'eau glacée sur du coup de chaleur, hein, Oui, oui, mais oui. en prévention. Tout simplement de l'eau, autrement, comme je disais, un con glacé, un tapis de léchage glacé, la problématique, on est toujours lié à la même chose. Il faut qu'il y ait de l'eau toute la journée. Moi, je voudrais que tout le monde habite à la campagne, avec des fenêtres ouvertes et un passage d'air et des grosses piscines à balles remplies d'eau et un bassin où les chiens peuvent aller boire. Mais c'est pas le cas de tout le monde parce que c'est pas la possibilité de tout le monde. En alternative, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de De l'eau, l'eau et de pas de l'eau problème. et un passage d'air, une circulation d'air dans vos apparts, dans vos maisons, Ventilation, rafraîchisseur d'air. ventilation, brumisateur, un brumisateur. Je veux dire par là, c'est pas forcément cher, hein. Ceux qui ont la chance d'avoir une pièce un peu moins fragile, parce qu'un bruisateur dans une bibliothèque, vos livres vont pas forcément Ouais, aimer, mais un passage d'air sur de l'eau, ça crée de la fraîcheur. Et ça, c'est vieux comme le monde, hein. ouais. Mais après, non, d'autres solutions. Ouais, j'ai deux, trois trucs qu'on m'a, mais c'est des outils de stagiaires qui peuvent marcher aussi. Vous mettez à la place de vos rideaux, vous mettez un drap et vous mettez un goutte à goutte que vous achetez chez Truffaut en haut, enfin Truffaut ou une autre jardinerie, vous mettez en haut de votre rideau. Il faut avoir confiance dans ces raccords en haut, hein. Et en fait, le goutte à goutte qui va tomber sur le rideau va faire que le rideau en permanence est mouillé. Et s'il y a un passage d'air derrière le rideau, ça crée de la fraîcheur. Mais on en revient toujours à ça. Comprendre que l'évaporation crée de la fraîcheur et après on laisse confier son cerveau d'humain parce que le cerveau de l'humain est capable de conceptualiser les choses. Est-ce que tu conseilles de retirer les poils entre les coussinets pour le rafraîchissement? Ouais. Moi, depuis que j'ai eu la chance de travailler avec des mushers, en fait, les poils, ça garde la moiteur. En hiver, c'est un massacre avec la neige. Moi, je conseille d'enlever les poils. Pourquoi? Bah, parce que concrètement, y a moins de concentration de moiteur. Maintenant, c'est encore une fois, hein, si la nature a créé le chien avec des poils, c'est qu'il y a bien une utilité. Maintenant, ben, moi, je le conseille dans le sens Après, où, disons que l'humain l'a bien aidé quand même pour avoir des poils entre ses coussinets. oui, bien sûr. Mais maintenant, moi, là, je me lis. D'un côté, j'adore le scientifique, mais de l'autre côté, pragmatiquement parlant, j'écoute aussi les gens qui font du sport canin à un certain niveau et qui sont dans Ouais. le respect de leur chien. Mm. À un moment donné, il ne faut pas tourner autour de l'arbre, hein, pour savoir qu'on va se toucher. Ok, super pour ces réponses. Euh, du coup, en prévention, de la fraîcheur, de l'air, la maison s'il fait trop chaud. Ouais. Du coup, c'est à partir de 24 degrés. Non, c'est à Attention, partir de quelle température que pour toi, en fait, ces balades très tôt le matin, très tard le soir? bah, le problème, Et c'est quelle température à donner? le gros problème maintenant, ça va être les canicules, quoi. Canicule, on estime qu'il y a canicule lorsqu'il y a moins de 10 degrés de différence entre le jour et la nuit. D'accord. D'accord? Donc, on va se retrouver avec des nuits trop chaudes. Maintenant, on n'a pas le rayonnement solaire, c'est une chose. Maintenant, la nuit, il reste encore, là, vous prenez, je ne sais pas comment va être juillet, comment va être août, hein. Moi, je pense qu'il faut favoriser des lieux où il y a encore des rivières. Il faut favoriser des lieux où il y a Il des y a de l'eau. sous-bois. Je dirais que la règle, c'est qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de règle. Quand je te dis, il y a des chiens qui sont fait des brûlures aux pattes en se baladant dans des champs parce qu'ils étaient cramés par le soleil du côté d'Avignon. Pourtant, on est dans les champs, on n'est pas sur du goudron. Ouais, c'est Euh, étonnant. En fait, on a l'humain, hein, la sixième extinction, elle allait quand même arriver, mais nous, on a accéléré les trucs à un niveau de débit, quoi. Et Ouais, nos sociétés bétonnées et goudronnées ouais. ne sont pas faites pour nos animaux. Enfin, si on veut être vraiment respectueux, quand j'entends parler de coercition tous les jours, de ça, c'est pas bien, le collier, il est pas bien, le machin, il est pas bien, mais imposer à un chien notre société d'aujourd'hui, c'est pas bien. Sauf si on a compris qu'il faut qu'on change nos habitudes et leur environnement. Oui, 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 oui. On s'adapte en tout cas à la température. C'est ça. Si donc tu te rends compte que j'ai fait une petite story où j'ai raconté qu'en balade collective, il y a un chien qui s'est paumé, qui s'est mis à courir et puis en fait pour nous chercher, puis du coup il a monté en température. C'était pas prévu que ça se passe. Du coup, on a eu un bon coup de flip. Tu dis, merde, mon chien, il est en train de ventiler, il commence à avoir tu disais donc les muqueuses bien rouges, voire bleutées. Tu vois qu'il y a quelque chose qui Mmh. ne va pas.
qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton chien, tu l'embarques dans la bagnole, Tu tu le lui réhydrates comme voilà. tu peux, avec une seringue, avec un gant de toilette, où tu l'humidifies la bouche et tu fonces chez le vétérinaire. Moi, tout le temps de perdu à aller Tu lui mets chercher. un linge mouillé sur lui, c'est des Oui. conseils qu'on Ah fait non, pas sur lui, ensemble. sous lui. Tu lui mouilles le Sous ventre. lui, Sous lui, tu lui mouilles d'accord. le ventre. Et il faut de l'air. On en revient toujours à la même chose. C'est pas l'eau qui compte, c'est l'évaporation de l'eau. On en revient toujours à la règle de base. C'est-à-dire que tu mouilles et il faut que les vitres soient ouvertes, ça Voilà, il brasse faut de en l'air. fait Par contre, pas la qu'il y clim. ait de l'air en fait. Pas la clim. Parce que la clim, c'est trop froid. Ah, Bah ouais, oui, c'est ce que j'ai vas-y, dit moi mouille-toi et mets la dernièrement. clim. Ouais. Mais encore une fois, il faut redevenir La clim, logique. ça sera trop froid, oui, oui. Il faut redevenir logique. Il faut redevenir logique, en fait. Oui. C'est tout ce qu'il faut faire. Après, il faut aller chez le veto. Pardon, Ouais. le vétérinaire. Pour Mm. moi, le vétérinaire, c'est le vrai sauveteur, hein. Nous, on doit éviter de mettre nos animaux dans ce genre de situation. Maintenant, si ça arrive, parce que ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, Oui, oui, c'est tout à fait. arrivé, ok, on se tapera plus tard, eh ben, on stabilise, on refroidit, on donne à boire s'il veut encore boire, on le mouille, on l'aère et on va chez le vétérinaire. On donne Ouais. rien de glacé, ça c'est sûr, on va chez le vétérinaire. C'est de toute façon, après, s'il n'y a que le vétérinaire pour répondre, hein. Maintenant que je disais tout à l'heure, cette accidentologie arrivera de plus en plus souvent. Parce que je suis désolé, on va Bah, pas à refroidir. moins que les gens apprennent à faire plus de prévention. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le premier secours, c'est l'échec de la prévention. Voilà pour le coup de chaleur. Puis là, je suis en train de voir Ok, qu'il est déjà à ça marche. 20h58. Je vais parler un peu de. Ok, on enchaîne avec l'empoisonnement. Ouais. Alors, les empoisonnements, si on va, vous allez voir, on va être très simple d'empoisonnement. Il y a deux types d'empoisonnement. Il y a les envenimations et les intoxications. Alors, parce que là, il ne me reste plus beaucoup de temps. Si je prends les envenimations, on va être très simple. Tout ce qui bouge, tout ce qui est un insecte, tout ce qui peut être un reptile, un crapaud. Enfin, on a beaucoup de petits animaux venimeux, d'accord? Que ce soit les vipères, Péliade, la vipère aspic, que ce soit le crapaud ou même la salamandre, parce qu'ils ont un mucus de contact, ou que ce soit les hyménoptères, donc certaines familles d'insectes, comme les guêpes, les abeilles. Il y a du venin. À partir du moment où il y a du venin, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque venin a sa composition et que très souvent, notre grosse première problématique va être la sensibilité de nos animaux en termes de réaction allergique. D'accord? Certains ne sont jamais piqués par les moustiques, soi-disant. D'autres, dès qu'il y en a un, c'est pour eux. En fait, c'est la sensibilité qui fait ça. On n'est pas tous sensibles de la même façon. Donc, notre problématique avec les animaux venimeux, c'est la composition du venin. Je prends la vipère. Il y a plusieurs protéines dans les morsures de vipère. Donc, déjà, 40% des morsures de vipère sont des morsures sèches, c'est-à-dire pas de venin. Il y a des périodes de l'année où il y en a tout le temps, les périodes de frais, par exemple, ou si vous marchez sur la vipère. Et vous avez une molécule, si je prends que la vipère, mais c'est un exemple, hein, vous avez une molécule qui est un tonique cardiaque, qui va accélérer donc la vitesse du cœur. Vous avez un liquéfiant sanguin, donc du sang rapide, et vous avez une protéine qui déclenche la nécrose. Donc du sang rapide, un cœur qui va vite, et derrière une molécule qui va faire carrément, qui va attaquer les organes. Mais c'est des millions d'années d'évolution pour que ce soit efficace, un venin. Notre grosse problématique maintenant va être liée à l'endroit où a été mordu votre chien. Si votre chien a été mordu dans une veine, bah, le retour veineux, il va être rapide. S'il a été mordu dans du muscle, on a plus de temps. Après, une deuxième problématique, la durée entre la morsure et les symptômes. Parce que des fois, il y a une durée, ça peut aller jusqu'à une demi-heure, la morsure. Donc là, vous rentrez de balade et votre chien commence, lui, à hyperventiler. Qu'est-ce qui se passe? On est rentré à la maison. Mais là, de là à penser qu'il y a 20 minutes, c'est fait mordre par une vipère. Ouais. Voilà. Donc en fait, la sensibilité, là, j'ai pris l'exemple de la vipère, mais ça peut être l'exemple de n'importe quelle bête. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de venin. Ce que je veux dire par là, aujourd'hui, vous connaissez peut-être des gens, s'ils sont piqués par une abeille, ils peuvent en mourir. C'est la sensibilité qui fait ça. Donc, dans les deux réactions allergiques qui sont problématiques, c'est l'œdème de Quick. L'œdème de Quick, c'est écrit Quink, c'est une inflammation. Encore une fois, c'est un œdème qui va se faire au niveau ça peut se faire au niveau de la patte du chien, ça peut se faire au niveau du cou du chien, parce que l'œdème, il va être aléatoire sur l'organisme. Et si c'est au niveau de la partie sublinguale, l'arrière de la langue, le risque, c'est d'avoir un étouffement complet avec la langue du chien. Et là, on ne peut pas le sauver. La seule chose qu'on peut faire pour limiter l'augmentation du volume par l'œdème lié à l'œdème de Quick, enfin l'œdème au niveau de la partie sublinguale, c'est de mouiller, mettre du froid. Là, il faut du froid, hein, poche à froid direct, et de foncer chez le vétérinaire. C'est tout ce qu'on peut faire. Ça ne va pas enlever l'œdème, ça va le ralentir. Ensuite, on peut poser un pansement compressif, c'est-à-dire on va prendre quelque chose, un morceau, un paquet de mouchoirs, et on va serrer sur la morsure ou la piqûre, de façon à, si on comprime le muscle à l'endroit mordu, le venin remontera moins s'il y en avait. Encore une fois, je dis bien s'il y en avait, et on espère qu'il n'y en a pas. Mais c'est tout ce qu'on va pouvoir faire quasiment. La deuxième chose qu'on va avoir en réaction allergique, hein, qui peut nous poser un problème, c'est ce qu'on appelle le choc anaphylactique. Vous avez déjà peut-être entendu parler. Un choc anaphylactique, c'est un truc un peu pervers. C'est, encore une fois, on est sur une réaction allergique.
Et c'est l'organisme de l'animal qui va comment dire, produire des enzymes, une protéine de tête, je crois, qui va totalement vasodilater tout le réseau veineux de l'animal. Or, quand tout le réseau veineux d'un animal se dilate, il n'y a plus assez de sang, bah, tout simplement pour être dans la pompe cardiaque, quoi. Et on va avoir des arrêts cardiaques. D'accord? Donc ça, c'est deux réactions un peu upper, mais comme on ne sait pas si l'animal est sensible ou pas à tel ou tel poison, c'est problématique. Par contre, on n'empêchera pas un chien, quand tu vois un truc qui traîne dans l'herbe, ben, de sauter dessus. Donc, choisir ses chemins de balade, ouais. Mais après, l'autre côté, une abeille qui passe, une guêpe qui passe, demandez à votre chat de ne pas la chasser. Pas du 100% sûr. Moi, je pense qu'à un moment donné, sur les animaux, c'est aussi pour les laisser vivre un peu en liberté et de prendre ce risque. Donc là, on va être très simple. Sur les morsures, les piqûres, les remèdes de grand-mère, les remèdes qu'on peut trouver un peu de tous les côtés avec ses potes sur les réseaux, c'est bien. Moi, la chose, dans votre téléphone portable, vous enregistrez le numéro de téléphone du centre antipoison animal. Le numéro de téléphone du centre antipoison animal, et là, vous appelez d'emblée. Première chose, vous calmez votre animal. Si vous êtes sur le terrain et que vous avez vu le truc, vous le calmez pour pas que le cœur il continue à pomper du sang pour que ça aille vite. Vous le mettez au calme, vous enlevez ses colliers, ses harnais. N'oubliez pas le collier antipuce, ça pose de gros problèmes. Et vous appelez le centre antipoison, le vétérinaire. Et là, on écoute ce qu'ils nous disent. Voilà, maintenant, il faut avoir du réseau. Après, les remèdes de grand-mère, c'est non. Parce qu'il y a plein de choses qui ont en idée reçue, mais qui ne fonctionnent pas. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire sur de l'insecte ou de la vipère ou autre chose. C'est l'avis vétérinaire, à part calmer son chien en le maintenant au chaud. Maintenant au chaud, ça veut dire sa température interne entre 38 et 39. Donc, thermomètre dans les fesses pour savoir qu'il reste à cette température. Bah oui. Seule façon de connaître la température d'un animal, c'est en prenant la température. Maintenant, ils font des puces qui permettent de dire la température. C'est cutané, ouais, mais tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'en a pas. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas prendre ça en termes de process, parce que c'est pas globalisé, quoi. Donc, ça, c'est tout ce qu'on sur ces animaux-là. Après, vous avez le problème des chenilles processionnaires. Alors, les chenilles processionnaires, pareil, beaucoup des gens d'urbaine, hein. Enfin, pas des gens d'urbaine, de conseils qui nous font perdre du temps. Ah oui, c'est vrai Les qu'on en voit plein, l'homéopathie et tout ça. Alors, on va pas être critique de quelque chose qu'on ne connaît pas, un peu l'homéopathie, chacun fait ce qu'il veut. Moi, mon principe, c'est comme le bicarbonate de soude, enfin j'entends plein de Oui. trucs. Ce qu'il faut savoir sur les chenilles processionnaires, il y en a dans les chênes et dans les pins. OK? Et que si votre animal les dérange, elles vont éjecter leurs poils urticants qui vont venir se coller sur les muqueuses, la langue par exemple. Et que un des problématiques du poison contenu dans les dards urticants, enfin dans les poils urticants des chenilles processionnaires, ça va déclencher la nécrose. La langue va mourir. Donc c'est pour ça qu'il faut ni les enfoncer, ni les casser, ni qu'ils les avalent. Bon. Bah, quand j'entends il faut le faire boire de l'eau, il faut lui rincer la gueule avec de l'eau, bah, il faut qu'on lui rince la gueule, mais il faut absolument qu'on mémorise qu'il faut lui rincer sans que ça rentre. Qu'en même temps, l'animal va baver. C'est un peu compliqué quand vous avez des petits chiens, quoi. Donc, moi, tout ce que je vais préconiser, je ne vais pas parler d'homéopathie, je ne vais pas parler de bicarbonate, je ne vais pas parler de rincer. Je vais dire, votre animal, il a pris de la chenille processionnaire. S'il a une grande gueule, oui, on peut l'ouvrir et rincer sans enfoncer les poils urticants, sans lui faire avaler. Mais surtout, on préconise l'appel au vétérinaire. Et lui nous dit ce qu'il y a à faire. Pour moi, c'est le veto, point, ou le centre antipoison. Ensuite, on va retrouver pour faire le lien donc avec les envenimations, on a les cyanobactéries. Donc ça se répand de plus en plus, cyanobactéries. Ça, c'est nous, encore une fois, c'est nous l'humain. Donc il fait chaud, les terres sont chargées en plein de produits qu'on a rajoutés dans les terres. Vous rajoutez de l'eau stagnante, qu'elle soit salée ou qu'elle soit douce, et vous avez en certaines flottes la naissance de cyanobactéries. Les cyanobactéries vont se fixer certaines algues, on appelle ça les algues vertes ou les algues bleues. Mais attention, toutes les algues ne sont pas des cyanobactéries. Et les cyanobactéries peuvent être largement mortelles pour nos animaux, mais pas que nos animaux. Pour l'humain aussi, ça peut créer des problèmes. En fait, vous avez une dermatotoxine qui va attaquer la peau, une hépatotoxine qui va attaquer le foie, et dans certaines, vous avez une neurotoxine qui attaque le cerveau. Donc, ça veut dire que le simple fait de se baigner dans l'eau, même s'il n'en boit pas, peut devenir problématique. C'est là où il faut absolument contrôler les eaux de baignade. Alors, il y a un Facebook, je sais, qui existe sur alerte cyanobactéries. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un voit des algues vertes, il déclenche l'alerte. Mais ce n'est pas une algue qui est une cyano. Il faut tester l'eau pour ça. Donc ça, déjà, ça devient un deuxième problème. On est en été, il n'y a pas beaucoup d'eau, et en plus, le chien ne peut pas boire l'eau qu'il connaît. Donc là, sur les cyanobactéries, la seule chose qu'on sait, on ne fait pas boire, on ne fait pas manger. On ne fait pas vomir. Alors, jamais faire boire ou manger l'animal quand il s'est empoisonné. Pourquoi? Alors, ce n'est pas une histoire d'anesthésie, même si ça l'est quand même, l'anesthésie générale, il faut qu'il soit à jeun, mais c'est surtout que si on rajoute un contenu dans le bol stomacal, dans l'estomac,
Ça va faciliter le passage dans l'intestinal. Or, tant que ça reste dans l'estomac, je dirais c'est plus ou moins, comment dire, dans un Ok. endroit sécure. Ouais. D'accord. Donc, ensuite, il faut Il savoir, conseille par exemple d'avoir du charbon, de voilà, c'est proposer le aux chiens, conseil des que je vais vous choses comme ça. donner. Dans vos trousses de secours, il faut avoir du charbon actif. Mais vous avez le charbon actif, mais c'est le centre antipoison, le vétérinaire, qui vous demande de le donner. Et à quelle dose? D'accord. Parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où on a du charbon actif, ben, on va être tenté de faire un peu ce que beaucoup font. J'en ai, je leur donne. Oui, mais combien, quelle dose, pour quel poison? Donc, vous appelez le centre antipoison, le vétérinaire, vous dites voilà, il a bouffé des cyanobactéries, il a été piqué il a mangé, on va revenir par les plantes ou un produit toxique alimentaire. J'ai du charbon actif, fait quoi? La réalité, c'est ça, hein. Il faut tout de suite appeler le centre antipoison, le vétérinaire. C'est pour ça qu'il vous faut le numéro de téléphone dans votre téléphone portable. Parce que des fois, en faisant des bêtises, on ne revient pas en arrière. Et après, vous avez les plantes. Alors là, les plantes, vous allez sur le site de l'APSANA, l'Association pour la promotion de la santé animale, APSANA. Vous avez une grande base de données des plantes. Vous avez les sites internet des centres antipoison, où il y a énormément de data là-dessus aussi. Et vous avez Toxivet, qui sont des sites sur lesquels on reprend beaucoup, beaucoup de poisons. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on a un environnement qui est bien, bien dangereux si on ne fait pas attention, quoi. Pourquoi? Parce que je suis désolé, mais le 1er mai, on ne parle que du muguet, mais il y a largement plus que du muguet, quoi. Voilà. Et pour les poisons, en gros, c'est tout ce qu'il y a à savoir. En fait, l'empoisonnement, le côté pervers de notre empoisonnement, c'est qu'il y a un effet différé. Les symptômes arrivent largement après l'empoisonnement, que ce soit en intoxication ou en envenimation. Et C'est du là coup, qu'il les faudra. symptômes de l'empoisonnement, c'est quoi? Bah, ça va dépendre. Ouais, Ça va il n'y a dépendre. pas il y a pas de règle. Si je te fixe une règle, c'est comme t'expliquer les symptômes de la Covid. Certains ont perdu l'appétit, d'autres ont eu des symptômes grippales. Ouais, c'est variable. Si je te fixe une liste, les gens vont se mettre sur la liste. Maintenant, l'autre côté, non, il y en a qui vont Oui, vomir, d'autres qui vont pas vomir. Donc, oui, ça va dépendre de genre. moi, c'est J'ai le une problème que je personne qui rencontre aujourd'hui. demande, dit qu'il existe des sérums injectables et qui demande ce que tu en penses. Bah, c'est très simple. L'administration d'un produit par voie parentérale est de l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. L243-1 du code rural. C'est clair. Point. Ma réponse, malheureusement, elle est là. À partir du moment où on fait une piqûre à l'animal, on est dans l'acte vétérinaire. Et la personne demande aussi si on peut lui donner de la cortisone dans le cadre d'une piqûre La, biliaire. la Une seule portion personne qui a le droit d'administrer ou de faire une notification de prise de produits actifs pour un animal est un vétérinaire. Encore une fois, moi, je resitue tout dans un environnement Mmh, légal et de respect de chacun des tu as raison. métiers. Maintenant, je pars du principe qu'à partir du moment où on possède un animal et qu'on est adulte, on assume ce qu'on va faire. Alors, ça peut marcher, hein. Maintenant, jamais je donnerai un conseil professionnel d'outrepasser cette règle que un produit actif ou encore plus une piqûre est du niveau vétérinaire ou de la permission vétérinaire. Voilà, pour ça. Sachant qu'en plus, faites attention, les dosages pour les animaux ne sont pas les dosages pour les humains et les molécules ne sont pas forcément les mêmes. C'est de la même façon que du paracétamol peut tuer un chat ou un chien, hein. Oui, après, tu Voilà. peux, par exemple, avoir de la cortisone parce que ton chien en a déjà eu pour X raisons et en avoir encore à la maison Oui, et appeler le véto en disant: «J'ai ça en urgence, est-ce que je peux en voilà. donner?» par exemple. Mais là, on est sur un avis vétérinaire. Quelle Voilà, quantité? Ouais. on est Mmh. sur un avis vétérinaire. Voilà, madame. Ça marche. Bah, écoute, c'était super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire quand même si les gens veulent faire une formation chez toi, comment est-ce qu'ils, font? Alors, déjà, je suis en train de m'apercevoir que je suis dans l'année noire et obscure. On J'ouvre te un peu voyait les yeux. encore quand même. Yeah. Bon, si ça vous intéresse, en fait, c'est très simple. Soit vous allez sur notre Facebook, donc Humanimal, Premier Secours Canin Félin, ou sur le site internet. Alors, le site internet, c'est de tête Je mettrai le lien, ouais. www.premiersecours-canin-félin-humanimal. Ouais, je suis obligé de faire ça parce que à un moment donné, certains avaient acheté tous les mots et je me suis retrouvé avec humanimal.com, c'était déjà acheté par quelqu'un. Ah mince. Bienvenue dans le système. Donc, il y a tout sur le site. Ensuite, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à david.roussin@orange.fr ou bien humanimal@orange.fr. Je vous envoie tous les éléments, sachant que c'est des formations qui durent 2 jours. Ça se passe généralement au week-end et que vous êtes largement autorisé à amener vos animaux. Il y a de la flotte, il y a des ventilateurs et on loue toujours des grandes. Non, mais je ne peux pas d'un côté dire ce qu'il faut faire et faire moi-même l'opposé. Même si on dit toujours que le cordonnier, c'est le mot bien chaussé. J'ai pas dit que j'étais propre, hein, je fais plein de bêtises, hein. Mais à partir du moment où on essaie de sauver des vies, on se met au maximum dans la prévention.
Donc, il y a tout sur le site. Et on a un calendrier, on fait le tour de France. Comme je disais tout à l'heure, nous, on bosse toujours à 2 formateurs par formation parce que il y en a un qui s'occupe des animaux, de l'environnement et l'autre, il fait Je le vous cours. mettrai le site après. Je vous mettrai le site dans le live ou en titre du live pour que vous le retrouviez facilement. Moi, j'ai une personne, ça c'est une annonce pour ceux qui habitent en Moselle, enfin en Lorraine, j'ai une personne cliente en fait qui serait intéressée pour organiser une formation, donc avec Mhm. David, et il faut combien de 10 personnes pour stagiaires. qu'ils viennent? En fait, le problème 10 que j'ai personnes? aujourd'hui, c'est que tout a explosé en termes de prix. Oui. Les charges Oui, les autoroutes, salles, tout ça. les salles de formation, c'est devenu l'apocalypse, surtout quand vous dites j'ai des animaux. Et il faut qu'on arrive à 10 personnes pour pouvoir en D'accord. organiser une. Ok. Parce qu'en dessous de 10, ça fonctionne pas. Ça Ok. fonctionne pas. Nous, on n'est pas une assoce, on est un organisme de formation Calliope. On paye des charges. Et puis, quelque part, moi, un formateur, je le paye pour qu'il ait en formation. Bien Et sûr. puis derrière, on a le matériel, on a tout. Donc voilà. C'est pour ça, 10 personnes et on se Donc, déplace, on un trouve, particulier peut organiser une bien formation dans sûr, sa région. À partir du moment où il trouve 10 personnes, c'est 10 OK. personnes. À partir OK. de 10, 14 max. Nous, c'est le OK. principe. Ça Voilà. Et après, marche. on loue des grandes salles et puis on se débrouille, quoi. On Ça s'adapte marche. aux domaines. Voilà, madame. OK. Merci pour ta générosité. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà. Et puis, Bah, merci à tout le monde de nous avoir c'était suivis. clair, c'était super. Merci d'avoir été là. Je vous fais à tous des gros bisous. David, je te remercie. À la Plaisir. prochaine fois. Ciao, Eh ben, au ciao. revoir. Ciao.